Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session. Je me présente, je suis Makoum Bandiaï, je suis responsable des ventes de solutions de simulation numérique chez SolidWorks Dassault Systèmes. Aujourd'hui, nous avons une session spéciale dédiée à la simulation numérique. Et j'ai le plaisir pour cette session d'accueillir notre partenaire, Alain Friedman, de la société Technique Process. Donc c'est un plaisir particulier pour moi parce qu'avec Alain, nous avons des parcours à peu près similaires. C'est un amoureux de la simulation numérique. Il a été longtemps utilisateur des solutions SolidWorks, un utilisateur chevronné, je devrais dire. Donc la main dans le cambouis, il l'a utilisé dans tous les sens, avant de franchir le pas naturellement d'être un intégrateur et distributeur de nos solutions de simulation numérique. Aujourd'hui, ce sera une présentation, vous verrez, en plusieurs parties autour de tout ce qu'on peut utiliser en termes de simulation numérique dans différents secteurs. Il les présentera tout à l'heure. Donc, ces différentes choses. Alors, tout d'abord, vous avez une partie questions là. Vous pourrez poser vos questions. Vous êtes tout en mute, mais vous n'êtes pas forcément muet. Donc, vous pourrez poser vos questions dans la partie questions là qui apparaît sur la droite là de votre écran, et on s'efforcera de répondre. Alors, on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais on répondra à certaines de ces questions en fin de session. Et les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre de toute façon, Alain Friedman ou nous-mêmes reviendrons vers vous après pour pouvoir les faire un peu plus précisément. Voilà, alors je pense que là, on a assez de participants. Alors, donc ces sessions de SolidWorks hebdomadaires, vous commencez à les connaître un peu, je pense. Donc, ils ont lieu tous les mardis. On a eu de grands succès d'abord quand on a fait les quotidiennes les semaines précédentes. Aujourd'hui, maintenant, ils ont lieu tous les mardis à partir de 11 heures. Donc, elles durent 45 minutes. Donc, à chaque fois, on accueille un partenaire qui va faire une présentation de certains de nos produits. Alors, je vais vous montrer un peu le programme des webinaires qui vont avoir lieu dans les semaines à venir, donc jusqu'au 30 juin. Donc, la semaine dernière, on a eu une excellente présentation de CADvision sur l'impression 3D faite par Michael Bonneau. Cette semaine, donc, c'est la simulation 3D avec Technique Process Alain Friedman. La semaine prochaine, vous aurez donc Paula Diaz qui fera une présentation sur le cloud et comment créer des modèles 3D sans en installer. La semaine d'après, vous aurez une présentation sur le configurateur des produits, comment configurer donc les produits sur le cloud avec l'intégration web. On enchaînera ensuite sur DriveSight, donc qui sera présenté par Romain Fauché, donc notre directeur technique, sur les nouveautés DriveSight. Donc ça, je vous le recommande parce qu'il y a énormément de choses et de belles choses qui vont arriver autour de DriveSight. Le 19 mai, nous aurons une nouvelle session sur la simulation. Donc, j'aurai le plaisir de co-présenter avec Eric Chastenay, notre responsable technique de la simulation. Ensuite, Marilyn Michel fera une présentation sur donc la marketplace, donc le 3D Part Supplies, ou comment intégrer les millions de composants standards qui existent et comment les intégrer directement dans vos composants. Et nous avons à la fin une session spéciale qui sera dédiée à vous, les clients de SolidWorks. Et on remettra des trophées à ce moment-là. Donc, c'est des choses qui ont déjà démarré, voilà, pour recueillir un peu vos sujets préférentiels et voir qui c'est qui pourra présenter effectivement à la date du 2 juin. Donc, nous ferons le choix des participants. Il y aura une présentation qui sera faite et à ce moment-là, seront remis des trophées. Alors, il y aura 3 types de trophées effectivement qui seront remis. Hein. Donc, un premier trophée dédié à un trophée public. Donc au public qui semble, aujourd'hui vous êtes déjà nombreux effectivement à nous suivre. Donc à celui qui pourra faire venir le plus d'amis, c'est-à-dire donc le plus de participants qui vont faire venir du fait de vos actions que vous aurez menées sur voilà, soit par mail, soit par les réseaux sociaux. On aura un deuxième trophée qui sera remis donc aux 5 participants les plus assidus. Hein. Donc aujourd'hui, de plus en plus de personnes viennent assez assidûment à ces sessions d'abord quotidiennes et maintenant hebdomadaires. Et on aura un troisième trophée qui sera remis donc à la
présentation qui sera faite, donc celui qui viendra partager ses secrets lors de ce webinaire. Voilà. Donc ça, c'est effectivement pour remercier un peu donc, les gens qui auront œuvré dans le sens de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, je tiens à vous rappeler également qu'il y a des replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, vous pouvez là scanner le QR code qui vous amènera directement sur la chaîne YouTube à laquelle je vous invite tous. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui sont abonnés pour pouvoir un peu suivre tous les replays qui ont déjà été faits. Donc, il y en a déjà un certain nombre. On doit être à l'épisode 21 ou 22, je ne sais plus, mais bon, il y a quand même déjà un sacré nombre. Vous pourrez les visionner. Celle-ci sera également disponible également sur la chaîne YouTube. Alors, à partir de cet après-midi ou peut-être demain, donc le temps qu'on le mette sur la chaîne, et vous pourrez ainsi revoir un peu tous les sujets qui ont été faits jusqu'à présent. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, avant de démarrer, je voulais juste partager avec vous. Donc, je voulais lancer un sondage. Voilà, pour un peu voir avec vous si vous utilisez, si parmi vous, il y en a qui utilisent la simulation numérique. Donc c'est des questions fermées, hein, donc il n'y a pas énormément de réponses, mais là, voilà, c'est juste histoire de donc celui qui vous vient de premier, quoi. Jamais, parfois, toujours, non, mais j'aimerais. Voilà. Donc là, c'est en cours, je vois. Donc, les gens finissent. J'ai déjà 50% des votants. Je vais attendre un tout petit peu que les gens, qu'un nombre significatif ait fini de voter, et ensuite on pourra passer au partage des résultats. Voilà, je crois qu'on a un nombre significatif de votants. De toute façon, il y en aura d'autres qui vont suivre au fur et à mesure. On essaiera d'être un peu interactif avec vous. Donc, il y aura différents sondages qu'on va essayer de faire au fur et à mesure des présentations qui vont suivre. Voilà, donc je vais arrêter le sondage et partager avec vous les résultats. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez les résultats. Partager. Voilà. Donc là, effectivement, donc on voit qu'il y en a quand même un plus grand nombre, effectivement, donc qui ont déjà utilisé en tout cas la simulation numérique. Donc toujours, un nombre encore un peu moins important, mais on est là pour justement vous convertir un peu plus à l'utilisation de la simulation numérique. Voilà, donc merci à vous en tout cas pour avoir répondu à ce sondage-là. Voilà, donc je vais passer la main à Alain Friedman qui va donc commencer cette présentation. Alain, je te laisse la main. Oui, alors, juste, voilà, donc voilà, je pense que vous devez voir mon écran. Bonjour à tous. Makumba, tu peux me dire si c'est bon pour l'écran? Oui, c'est bon, ouais. Très bien, bonjour à tous. Donc Alain Friedman, la société Technique Alors, Process. il est pas en écran total, mais… Ça va venir, je pense. Non, c'est bon, pas pour l'écran. Pour moi, c'est bon. Alors, ça doit être bon maintenant. Voilà, je pense que tout le monde l'a. Donc bonjour à tous. Donc Alain Friedman de la société Technique Process. Merci Makumba pour l'introduction. Hein. Donc je vois que vous êtes quand même assez nombreux déjà, assez nombreux globalement, et nombreux à utiliser la simulation. On va essayer de vous montrer aujourd'hui, au travers d'une expérience client et aussi de live, comment on peut peut-être étendre cet usage de la simulation et le rendre peut-être un peu plus systématique et en tout cas répondre à la question surtout de certains nombres d'entre vous, assez nombreux apparemment, qui aimeraient, qui ne l'utilisent pas encore, mais qui aimeraient l'utiliser. Très rapidement, je vais vous présenter la société pour laquelle je travaille, Techniprocess. Ensuite, on va vous présenter comment on peut guider complètement la conception à partir de la simulation, au travers d'un exemple, d'une success story, d'une petite société, Replexlore, qui fait des ponceuses à parquet. Et ensuite, on aura deux lives. Un live qui va montrer comment on peut améliorer un produit en restant dans une maîtrise complète de sa conception, donc de simplement modifier quelque part une conception 3D au travers de son paramétrage. Et puis ensuite, on va aussi aller un petit peu plus loin en modifiant complètement une conception et comment dire, de manière libre, en allégeant une pièce
de manière indépendante de son paramétrage. Et ça, grâce aux outils de simulation et uniquement aux outils de simulation intégrés dans SolidWorks. Alors, Techniprocess, en 2 mots, hein, très rapidement. On est une société, une PMI innovante, une société industrielle. On existe depuis 1991, on est une vingtaine de personnes, on fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 millions d'euros, 80% à l'export, et ceci autour de trois grandes activités. On est équipementier, en particulier pour les industries de process. On a un bureau d'études autour de la conception et principalement autour du calcul, dont j'ai la charge. Et comme l'a dit Makumba, on est aussi aujourd'hui intégrateur des solutions 3D Experience et SolidWorks, intégrateur global pour l'ensemble des solutions, mais quand même avec une forte composante autour du calcul, adossée à notre bureau d'études calcul, bureau d'études calcul dans différents domaines, hein, qui vont de la mécanique des fluides à la thermique, à la mécanique structurelle, statique ou dynamique, avec, pour tous les secteurs, on travaille beaucoup en particulier, mais pas seulement dans le domaine de l'électronique, des simulations de machines tournantes, de la ventilation ou de l'hydraulique. Je ne vais pas parler beaucoup plus de notre société. Après, de toute manière, en fin de présentation, vous aurez nos coordonnées, on est à votre disposition pour aller plus loin, et puis on répondra aussi à vos questions. On va attaquer directement sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la success story, qui est en fait la conception d'une ponceuse sans rejet. On a accompagné une société qui s'appelle Repex Floor, et cette société avait donc un problème de conception, devait reprendre une conception sur une machine existante en partant vraiment de la feuille blanche, et on les a accompagnés et guidés, et on a utilisé la simulation de manière très amont, de manière à guider finalement cette rétroconception par de la simulation. Mais le mieux, c'est de laisser les gens de cette société vous l'expliquer eux-mêmes avec leurs propres mots. Donc, je vais vous envoyer, vous devriez voir sous peu apparaître un film. Bienvenue chez Repex. Repex est un fabricant de ponceuses à parquet depuis 1946. Nous avons été bien sûr sensibilisés par la CRAMIF concernant l'exposition des ponceurs aux poussières de bois qui ont été classés maintenant comme CMR cancérigènes. Et nous avons décidé d'investir pour trouver des solutions techniques qui répondent à cette problématique. Ce projet a donné naissance à cette machine qui a divisé par 100 l'exposition des parqueteurs aux poussières de bois, en atteignant des taux qui sont inférieurs de moitié à ce qui est exigé par la norme française. Le projet Cyclone a été un véritable challenge. Nous l'avons réalisé grâce à un travail d'équipe et à l'aide de prestataires spécialisés dans les domaines de l'aérolique, le design et les mesures des poussières. Nous sommes intervenus sur la conception de la ponceuse Cyclone dans le cadre d'une prestation qui avait pour but d'aider Repex à définir une nouvelle gamme d'équipements répondant à des critères de rejet atmosphérique des poussières. Nous avons fait un état des lieux de l'existant en travaillant sur la machine, sur des courbes de mesure qui avaient été réalisées par l'INRS et par le laboratoire de la CRAMIF. Et nous nous sommes rendus compte que la pollution atmosphérique venait de 2 points. La création de poussière au niveau du ponçage lui-même et aussi, au moment du changement de sac, l'ouverture du sac qui provoquait une grosse émission de poussière. C'est pour ça que nous avons optimisé ces 2 éléments grâce à nos travaux de modélisation et de conception, modifier la partie captation des poussières au niveau de la zone de ponçage et aussi de concevoir une tête de cyclone qui permettait de faire une pré-séparation, de récupérer les poussières les plus grosses, les plus encombrantes, et puis ensuite de n'avoir dans le sac final que les poussières les plus fines, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul changement de sac par jour pour l'utilisateur. L'avantage de cette machine par rapport aux anciennes, c'est qu'elle se démonte en 4 parties. Donc pour la monter sur un chantier où c'est qu'on a, par exemple, au 4e ou au 5e étage qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc c'est beaucoup plus facile pour nous et ça pèse moins lourd. Ensuite, on n'a pas besoin de mettre un aspirateur, une grosse centrale d'aspiration derrière la machine qui nous gêne pendant qu'on travaille. Là, elle est intégrée directement dans la machine. Elle ponce super bien et 0 poussière, donc on n'a plus besoin de mettre de masque. Pour moi, c'est la Ferrari des ponceuses.
En conclusion, je dirais que ce projet a été extraordinaire pour l'entreprise. Nous avons rencontré des organismes de prévention, la CRAMIF, l'INRS, les partenaires techniques qui nous ont apporté des savoir-faire que nous ne maîtrisions pas. Et tout cela nous a permis d'ouvrir vers l'extérieur avec des partenariats commerciaux et d'assurer à Repex de très très belles années futures. Donc voilà, pour résumer hein, ce que vient de vous présenter la société Repex, et je trouvais intéressant de les laisser vous le présenter avec leurs propres mots. On est vraiment parti d'un existant que vous voyez là. Hein. C'est vrai qu'on ne présente pas dans le film la machine, mais la machine d'origine ressemblait à ça. À partir comme on le disait dans la vidéo, d'une ingénierie, puis surtout aidée par la simulation et guidée par la simulation, on a pu créer et valider en amont même hein, d'une conception même 3D, vraiment valider un concept qui permettait donc de résoudre la problématique principale. Et puis on a accompagné ensuite cette société dans la validation d'un design pour arriver à une conception complètement novatrice qui ne remettait pas en cause les fondamentaux de la machine, mais qui leur a permis de résoudre leurs problématiques et d'avoir un équipement vraiment extrêmement novateur par rapport au marché. Et pour vous en donner une petite idée, voici ce que propose la concurrence. Alors je pense qu'ils soit ils n'ont pas SolidWorks, soit ils n'utilisent pas la simulation, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, où est-ce que eux, ils en sont? Alors, c'est à peu près la même technologie, hein, ils ont une presse-séparation, un filtre, un cyclone, sauf qu'ils n'ont pas du tout réussi à l'intégrer. Ça reste extrêmement rudimentaire. Et comme le disait le parquetteur dans le film, on est très très loin de la Ferrari que Repex a pu créer. Donc voilà pour ce premier exemple. Macoumba, je crois que tu avais une… Et ça, c'est vrai que c'est les clients qui en parlent le mieux. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cet exemple-là, c'est qu'aujourd'hui, donc enfin la simulation numérique, on en parle très souvent comme objet de validation et de voilà et de vérification. Là, on voit une toute autre utilisation de la simulation numérique, c'est-à-dire quand elle est utilisée en amont, comme aide à la conception, pour pouvoir concevoir de nouveaux produits depuis la page blanche jusqu'au produit final. Donc, c'est une autre utilisation de la simulation qui, quand elle est intégrée au sein de l'entreprise, peut amener à ce genre de résultats. Ouverture de marché, enfin, tout ce qu'a dit effectivement le client, qu'il dit un peu mieux que moi. Voilà, donc ça, c'était un premier point, effectivement, un premier aspect de l'utilisation de la simulation numérique. On va passer à un deuxième aspect de l'utilisation de la simulation. Je vais pour ça faire un sondage rapidement auprès de vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander, pour développer vos nouveaux concepts, vous avez plutôt recours donc au prototypage aux essais, à la simulation, à votre savoir-faire. Alors, il y a souvent plusieurs réponses possibles, mais là, on vous demande juste une réponse d'emblée chez vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous développez vos nouveaux concepts? Je vais laisser quelques… Voilà, ça continue de monter. Bon, là, on commence à obtenir un nombre assez significatif. Donc, je suis désolé si je vais un peu vite, mais on a un timing un peu serré vu la quantité de choses à présenter aujourd'hui. Donc, je vais arrêter le sondage là et partager avec vous les résultats. Voilà, là c'est tout bon. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez les résultats, moi je ne les vois pas. Ah si, c'est bon, voilà. Donc effectivement, donc on voit qu'il y a à peu près un nombre équivalent qui font appel au prototypage, aux essais ou alors un savoir-faire interne qu'on a. Donc ça reprend un tout petit peu la première question qu'on avait à ceux qui faisaient appel ou non à la simulation numérique. Donc voilà, et ça lance assez bien la deuxième partie qui va être développée par Alain Friedman sur le développement de nouveaux concepts utilisant la simulation numérique. Donc voilà, Alain, je vais te repasser la main. Oui. Merci Macoumba. Alors, c'est bon, je suis toujours sur le diaporama. Donc on va… Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie, hein, qui sont cette fois les lives. On va vous présenter en direct
de méthodologie d'optimisation. On va déjà commencer par un premier niveau qui est d'optimiser, améliorer un existant, faire un meilleur produit sans le remettre en cause. Puisqu'en effet, on a vu dans un premier temps qu'on pouvait complètement guider la conception par de la simulation. En partant, on était parti de la feuille blanche. On n'a pas toujours ça à faire, c'est même pas forcément c'est pas forcément votre quotidien non plus. On a souvent des produits qu'on cherche à améliorer, on cherche à développer une gamme. On va vous le présenter là sur l'optimisation d'un rendement d'un système d'agitation dans Flow Simulation. Alors, en quelques mots, et après je passerai au live, juste pour vous présenter ce que c'est, ce qu'on a fait. Donc, ce sont des turbines qui servent à disperser les gaz. C'est des turbines qui sont beaucoup utilisées dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique et pétrochimique, qui ont des grands pouvoirs d'agitation, mais qui ont des consommations énergétiques assez élevées. L'objectif là qu'on va se fixer dans cette optimisation, c'est de conserver la qualité d'agitation en diminuant la consommation énergétique. Donc, on va chercher à conserver, si on parle un peu plus en termes de fluidique, le débit entraîné par cette turbine et la vitesse moyenne au sein de l'agitateur. Et on va chercher à diminuer la consommation énergétique, donc la puissance à l'arbre, qui est tout simplement proportionnelle au couple. Donc, ce meilleur produit, on va le faire avec Flow Simulation. Là, je vais vous présenter en fait un live. Alors, pour des raisons un peu techniques qui sont liées au confinement, je ne vais pas pouvoir vous le faire vraiment en direct. C'était un petit peu, parce que je n'ai pas une machine chez moi qui me permet de faire ça. Je me connecte à distance. Donc, me connecter à distance sur une machine tout en faisant une présentation à distance en webinaire, c'était un petit peu, je trouvais ça un peu risqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré cette présentation live. Et donc, je vais parler sur cet enregistrement. Donc, c'est un film, mais ça a été fait dans les conditions d'un live, c'est-à-dire que c'est un enregistrement, j'ai juste arrêté pour limiter les temps de calcul comme je l'aurais fait dans une présentation réelle. Donc la turbine que l'on voit ici, sur laquelle j'ai un peu zoomé, qui est dans une cuve, et on va lancer un projet de simulation d'écoulement. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des utilisateurs de Flow Simulation. Je ne vais pas énormément m'attarder sur Flow Simulation, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de ce séminaire. Simplement, voilà, pour vous présenter, Flow Simulation utilise un mode assistant, il est complètement intégré à SolidWorks. Il utilise un mode assistant, donc là, on vient de donner un nom à la simulation, de choisir un système d'unités que l'on peut éventuellement modifier. Ensuite, on choisit là les paramètres du calcul. Donc là, on vient d'indiquer qu'on allait faire un système en rotation. On choisit un fluide, c'est de l'eau tout simplement. Et les étapes suivantes, je vais passer un petit peu rapidement, c'est juste les étapes d'initialisation du calcul. On retrouve ensuite un onglet Flow Simulation dans lequel on va pouvoir paramétrer l'écoulement. On voit que déjà, on utilise les configurations de SolidWorks. Il y a un cube englobant qui englobe la géométrie qui indique que Flow Simulation a automatiquement reconnu le domaine fluide. Et là, je l'ai caché de manière à ce qu'on puisse voir un peu mieux ce qu'on fait. On va imposer la rotation au niveau de l'agitateur. Donc là, on indique simplement qu'il y a une zone qui est la zone en rotation. On voit que Flow Simulation reconnaît que c'est une zone en rotation et vous donne un axe et un sens de rotation. On va imposer aussi la vitesse de rotation sur l'arbre, tout simplement, avec une condition limite, donc une condition de paroi. Voilà. Donc sur la paroi, on va indiquer que c'est une paroi en mouvement et qu'elle tourne à la même vitesse que l'arbre, que la turbine, puisque la zone qui englobe la turbine, la zone en rotation, n'englobe que la turbine. Voilà. Donc on a besoin d'indiquer aussi que l'arbre est aussi en rotation. Voilà. Ensuite, on peut modifier aussi le maillage. Ça, c'est juste pour vous le présenter. On va juste lancer un maillage un petit peu plus fin, sans forcément faire un maillage très très fin non plus pour l'instant, de manière à ce que ça puisse tourner quand même un petit peu rapidement. Et là, on va définir quelque chose qui est assez particulier à Flow Simulation, qui sont ce qu'on appelle les objectifs du calcul. Et c'est la traduction tout simplement de ce que l'on cherche en termes d'ingénierie dans le calcul. Donc là, on récupère la vitesse moyenne. On en a parlé tout à l'heure, puisqu'on c'est un des critères de notre optimisation, c'est de conserver cette vitesse moyenne dans l'écoulement.
On a parlé aussi du débit entraîné par la turbine. Donc, sur la surface qui entoure la turbine, on récupère le débit. Donc, on va avoir ce débit de brassage. Et le dernier paramètre, c'est d'aller récupérer le couple exercé par le fluide sur l'arbre, qui est directement proportionnel à sa consommation électrique. Donc, on sélectionne et on voit qu'on peut sélectionner, qu'on a une interaction totale avec la partie CAD, puisqu'on sélectionne directement la pièce dans l'arbre de conception. Flow va reconnaître automatiquement les surfaces. On n'a pas besoin de les nommer, on n'a pas besoin de les identifier, ni de faire des sélections. Voilà. Donc là, le calcul est prêt. On voit que ça reste quand même assez simple, assez rapide à mettre en place. Le calcul lui-même est lancé. Je vais juste vous présenter très rapidement l'interface de calcul. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On voit qu'on a les informations que l'on a demandées, hein, les paramètres que l'on veut suivre du calcul. Donc ça permet de suivre si le calcul converge bien vers une solution stable ou pas, et quelles sont les valeurs que l'on obtient. Donc on peut faire voilà, un suivi en valeur, un suivi en courbe. On retrouve des choses assez classiques finalement des outils de calcul. On va avoir des informations sur le maillage, sur le temps de calcul. Et là, le calcul, déjà, vous voyez, hein, ça reste un calcul assez grossier, peut-être un calcul un peu plus fin si on voulait faire une étude réelle. On reste quand même sur un calcul qui se stabilise assez vite. Là, je l'ai arrêté de manière à ne pas passer trop de temps de la présentation. Voilà. Le calcul global dure à peu près 6 minutes. Et donc, par rapport à ceux qui avaient répondu tout à l'heure, certains d'entre vous répondaient que pour faire des conceptions, ils utilisaient principalement des essais. On peut voir que quand même, on peut avoir des réponses quand même assez précises, de l'information sur des temps, avec des temps de mise en œuvre qui vont être nettement plus courts qu'un essai. Là, en parallèle, je vous montre hein, les outils de post-traitement, ce qu'on peut obtenir. Donc, on peut voir les circulations, comment les circulations s'établissent, voir comment les vitesses s'établissent dans différents plans de mesure. Donc, on va avoir bien sûr de l'information sur l'écoulement, voir s'il y a des zones, par exemple, qui ne vont pas être brassées. On va pouvoir aller voir sur des surfaces. Par exemple, si je prends la surface de l'agitateur, je vais pouvoir récupérer, voir les valeurs de la pression. On pourrait refaire derrière un calcul de dimensionnement mécanique. On va pouvoir aussi voir les circulations, mais cette fois en 3D. Non, voilà, juste le temps de voilà, que ça s'affiche. Voilà, donc avoir les circulations en 3D, donc là avec des flèches, et toutes ces visualisations-là, on peut les animer, faire des films pour avoir encore un peu plus d'informations, voir comment les dynamiques vont s'établir, faire des présentations aussi de ces résultats. On va donc passer maintenant à la partie optimisation. Donc la partie optimisation, on va utiliser ça avec un outil qui s'appelle l'outil d'étude paramétrique. Donc là, vous avez une interface. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je ne vais pas les présenter toutes aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Je vais simplement utiliser une méthode qui s'appelle conception des expérimentations et optimisation. On va tout simplement optimiser des variables d'entrée par rapport à des paramètres de calcul. Donc là, on va les choisir juste le temps de mettre sur la bonne pièce. On va aller afficher les paramètres sur lesquels on va intervenir. Les paramètres, ce sont tout simplement des paramètres de la conception de SolidWorks que je suis en train de mettre dans l'interface d'optimisation. Les rayons de courbure des pales, les profondeurs des pales, voilà, ce sont les hauteurs de pales et leurs rayons de courbure, ce sont les trois paramètres sur lesquels je veux intervenir. Donc là, on voit bien, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on maîtrise complètement sa conception, on va juste jouer sur le paramétrage, on va choisir les cotes sur lesquelles que l'on veut modifier. On va leur donner aussi des valeurs. Donc là, je donne des intervalles de variation maximum, le maximum et le minimum. C'est moi qui le choisis, c'est moi qui l'impose, puisque bien sûr, il faut que derrière, ça puisse être réalisable. On pourrait même aller plus loin en imposant certaines valeurs. Par exemple, si on veut être sur des diamètres de tubes normalisés, on peut choisir de ne pas être
d'avoir non pas un intervalle, mais une liste de valeurs possibles. Donc ça, c'est la partie paramétrage qui va indiquer à Flow sur quels paramètres il peut intervenir. Ensuite, on va lui indiquer sur quels sont les paramètres que l'on va suivre, sur quels paramètres on va faire porter l'effort d'optimisation. Donc là, on a pris nos 3 paramètres, le couple, qui va être, que je vous rappelle, relié à la puissance, le débit et la vitesse, qui sont reliés à ce que l'on veut conserver, qui est la qualité d'agitation. Là, on a 3 paramètres, beaucoup de valeurs. Si on voulait faire une étude complètement exhaustive de toutes les possibilités, ce serait extrêmement long. Flow Simulation vous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle un plan d'expérience. Certains d'entre vous connaissent sûrement. Il va choisir donc de faire varier ces paramètres. On a juste imposé le nombre d'expériences et automatiquement, c'est lui qui va donner les valeurs à ces paramètres-là, sans intervention particulière de l'utilisateur, si ce n'est le choix du nombre de calculs que l'on veut faire, hein, qui va être un peu relié au temps de calcul que l'on peut, comment dire, imposer, hein, que l'on peut avoir. Et ensuite, il suffit de lancer le calcul. Alors, là, je vais le faire, mais je ne vais pas les laisser aller tous jusqu'au bout parce que, bon, on l'a vu, hein, chaque calcul, même s'ils sont assez rapides, ça dure 6 minutes. Il y en a 15, ça a duré dans la réalité à peu près 2 heures. Juste pour vous montrer rapidement comment ça se passe, je vais quand même laisser un petit peu avancer un calcul. Donc, on retrouve la même interface qu'on peut suivre ou qu'on peut laisser, hein, tout simplement, parce qu'on va récupérer de toute manière toutes ces données d'évolution des calculs pour voir, pour ceux qui connaissent, qui en font, pour voir si les calculs sont bien allés au bout, ont bien convergé, se sont stabilisés. On va pouvoir récupérer de toute manière ces valeurs-là. Et là, comme on peut le voir, c'est Flow qui change au fur et à mesure les géométries. Et ça, par rapport à des paramètres. Alors là, il ne cherche pas directement un optimum. Il teste, en fait, en fonction de l'intervalle qu'on lui a donné, toutes les géométries, enfin les 15 géométries possibles et imaginables. Et quand il a fait tout ça, il vous redonne la main de manière à ce qu'on puisse ensuite voir l'influence de ces variations sur les différentes valeurs. Voilà, donc là, on retrouve toutes les expériences que l'on a faites. Hein. C'est de l'expérience virtuelle. Hein. On va pouvoir voir les maximums de vitesse, les minimums, les maximums de vitesse. Ça resterait toutefois extrêmement complexe hein, d'essayer de choisir à la main. On voit que là, en fait, on n'a pas de bonne solution. On n'a pas une solution qui permet à la fois de minimiser le couple et de conserver ou de maximiser même le débit. Donc là, on n'est pas à l'optimum. Alors, il y a un outil que je vais vous présenter un peu rapidement que reconnaîtront certains utilisateurs un peu plus chevronnés de la simulation. C'est les surfaces de réponse. Donc, ce sont ces surfaces donc, qui permettent de déterminer l'influence des paramètres, des 3 paramètres que l'on a choisis. On pourrait en avoir beaucoup plus, hein, des paramètres. Hein. C'est un outil un peu complexe, la surface de réponse, mais là qu'on peut utiliser aussi pour ceux qui éventuellement veulent aller un petit peu plus loin. Sinon, on va laisser faire de manière, laisser faire choisir l'optimum de manière un peu automatique par Flow, simplement en restant vraiment dans notre métier de concepteur et d'ingénieur, en choisissant et en expliquant à Flow, en indiquant à Flow les paramètres que l'on souhaite conserver ou améliorer. Donc là, on va prendre le paramètre, on en a parlé tout à l'heure, que l'on souhaite optimiser, c'est le couple. Donc on va indiquer que le couple, c'est le paramètre, à 100% le paramètre que l'on va utiliser. On pourrait faire des fonctions plus compliquées. Et on va lui mettre 2 contraintes. Une première contrainte qui est qu'on veut conserver le même débit que le calcul initial qu'on avait fait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a eu besoin de lancer ce premier calcul. Donc là, j'indique en contrainte que le débit doit rester égal ou plus grand à 0,74, qui était la valeur, pardon, la vitesse moyenne, excusez-moi, ça c'est la vitesse moyenne, 0,74 qui était la vitesse moyenne, et on va faire la même chose pour le débit. Voilà, ça c'est fait, on donne un poids, et ensuite
on va faire la même chose, on va mettre la même contrainte pour le débit. Donc, on va lui indiquer que on souhaite un débit supérieur à le débit supérieur, je ne me souviens plus exactement de la valeur, c'était 250, 200, voilà, c'était 200. Donc là, on a traduit exactement ce que je vous ai présenté au départ. On veut réduire la consommation, conserver le débit, conserver la vitesse. Et là, on lui demande, par rapport à ces contraintes-là, de calculer un optimum. Donc, il va choisir, grâce à ces surfaces de réponse que je vous ai présentées très rapidement, des valeurs des paramètres, du paramétrage de la PAL, de manière à optimiser, à respecter les contraintes d'optimisation qu'on lui a imposées. On relance le calcul, parce qu'il faut toujours relancer le calcul pour vérifier et avoir les valeurs réelles suite au calcul. Voilà, donc là, on retrouve la même interface. Je vais juste laisser, on voit que les calculs sont très rapides, donc là, je l'ai laissé aller jusqu'au bout pour vous montrer en direct les résultats. On voit la manière dont le calcul évolue. On peut déjà regarder et voir qu'on est déjà à des valeurs, même si le calcul est bien allé, pas allé tout à fait jusqu'au bout, qu'on est quand même sur des valeurs bien supérieures à ce qu'on avait initialement, puisqu'on va voir que comme résultat, non seulement on a réussi à diminuer la consommation, mais on a augmenté finalement, on a augmenté le débit, donc on a un agitateur qui au final est plus efficace tout en consommant moins. Donc là, je vais laisser ça tourner un petit peu, pour une petite minute peut-être, même pas, enfin quelques secondes encore, et je vous présente ensuite les résultats auxquels on est arrivé. Alors, juste un tout petit peu de patience. Et le calcul se termine. Alors, le calcul n'est pas tout. Enfin, dans la réalité, on aurait dû avoir un calcul un petit peu plus fin, le laisser un petit peu plus longtemps. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, ce genre de calcul, hein, si on veut le faire de manière réaliste, on serait plutôt à 1 heure, 2 heures de calcul grand maximum. Donc là, en effet, ça reste un calcul très grossier. On n'est pas très très loin quand même, hein, je pense, des résultats réels. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc diminué de 10% la consommation et qu'on a augmenté le débit de 30%. Et Flow permet de récupérer donc directement cette configuration, de créer une configuration de conception à partir de ce résultat. Voilà. Merci Alain. Voilà, donc je te rends la main. Vous avez vu un deuxième exemple d'utilisation de la simulation numérique. Donc là, vous voyez, donc on a pu optimiser une conception à partir de paramètres que vous maîtrisez déjà. Donc, vous conservez le contrôle sur ces paramètres-là, sauf que vous lui donnez une plage de variation pour pouvoir contrôler un peu tous ces paramètres et vous cherchez un optimum. Donc là, l'optimisation, vous avez vu, donc c'est un terme de coût. Là, on est sur la consommation électrique et c'est cette optimisation-là qui fera après sur le marché donc la part de différence entre votre produit et ceux de la concurrence. Voilà. Donc là, on était sur un agitateur hein, dans le milieu médical, pharmaceutique. Hein, c'était voilà pour des médicaments et pour ne pas aller détruire peut-être les composants qui sont mélangés. Mais on peut imaginer tout autre agitateur comme en cuisine, hein, les mixeurs et les batteurs. Donc voilà, ce sera plutôt une marque qu'on choisira plutôt qu'une autre parce qu'on se rendra compte qu'avec cette marque-là, on consomme beaucoup moins d'électricité, d'autant plus que c'est des choses qui vont devenir de plus en plus chères bientôt avec les temps qui courent. Voilà, donc ça nous donne un deuxième exemple d'utilisation de la simulation numérique. On va passer à un troisième cas. Donc vous commencez à en avoir l'habitude. Je vais vous lancer un sondage par rapport à ce troisième cas. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, pour vous, réduire la masse grâce à la simulation 3D est synonyme plutôt de réduire ses coûts matières, réduire ses coûts logistiques ou être éco-responsable. Donc, il y a souvent, effectivement, chez vous, plusieurs réponses possibles. Hein, ça, on se doute. Hein, mais là, c'est vraiment celle qui vous vient en premier et qui, chez vous, est le plus souvent pratiquée.
vais vous laisser quelques secondes encore. Donc, on a quasiment la totalité qui a voté. Bon, on a un nombre significatif, je vais arrêter le sondage. Je vais partager avec vous les résultats. Voilà. Donc, on voit que donc réduire ses coûts matières donc arrive en tête, effectivement, hein, c'est ce qu'on pense en premier. Ses coûts logistiques, effectivement, parce que plus c'est lourd et plus de façon logistique, voilà, donc la logistique s'en trouve ressentie. Et enfin, une petite partie, enfin une partie quand même significative aussi sur être éco-responsable. Donc, on va pouvoir passer à la troisième partie donc, de la présentation. Alain, je vais te laisser la main. Merci Mac. C'est bon, on voit l'écran? On voit mon écran? Mac? Oui, moi je vois. Ouais. Ok. Donc, on va passer à la dernière partie de cette présentation. Hein, comme on a vu comment on pouvait partir d'une feuille blanche et guider une conception par la simulation, c'est donc la conception assistée par simulation. On a vu comment on pouvait modifier un existant en conservant le paramétrage. Là, on va voir une dernière méthode qui va être de s'affranchir du paramétrage pour concevoir complètement une nouvelle pièce. Donc là, on va passer sur de la mécanique. On va faire ce qu'on appelle donc une optimisation topologique pour réinventer un support. Alors, je vois qu'on est peut-être un tout petit peu en retard sur le timing, donc je vais essayer. Oui, c'est pour ça que j'allais assez vite. Ouais. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. On reviendra après qu'il y a des questions. Donc là, on va faire un meilleur produit. On en a parlé un tout petit peu par le sondage, qui serait moins cher à produire, moins cher à transporter, plus éco-responsable avec les mêmes fonctions, la même fonctionnalité. On va aussi, bien sûr, s'assurer qu'il soit fabricable par, pardon, je vais aller un peu vite, par des méthodes, par des méthodes classiques ou des méthodes un petit peu moins classiques. Et je vais passer directement à la présentation live. On peut imaginer un petit peu surdimensionné. On a une face plane qui sert d'appui. La pièce est boulonnée par à travers les quatre trous qui sont dans la plaque support. On a ensuite une interface qui permet de fixer un arbre et sur lequel on va simplement imposer un effort, un poids. Donc, on va lancer une première étude statique. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail. Je pense que beaucoup d'entre vous, enfin tous ceux qui font du calcul, savent un peu comment on fait une étude. On va la faire avec Flow Simulation. Donc, on va juste, là, j'ai juste imposé un matériau qui est de l'acier. Je fixe les trous qui sont boulonnés et je lui indique aussi que la face du dessous est en appui, de manière à ce qu'elle ne puisse pas se déplacer librement. Voilà, donc c'est une simulation qui est assez simple dans l'esprit. On peut faire des choses nettement plus compliquées. L'idée n'est pas, de la même façon que pour Flow tout à l'heure, l'idée n'est pas de vous présenter l'outil de simulation, mais plutôt de vous présenter la méthodologie d'optimisation au travers de cet outil. Là, j'impose un effort de 100 décanewtons sur la partie qui est interfacée. Ensuite, toujours dans le même outil que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, on va créer le maillage. Donc là, je crée un maillage qui n'est pas extrêmement fin, mais qui est raisonnable par rapport à cette pièce-là. Et on lance le calcul. Donc là, on va voir que le calcul va extrêmement rapidement. Voilà, c'est fait. On a déjà un résultat. Donc, on récupère le champ de contraintes. On constate qu'on a en effet des surcontraintes dans certaines zones, enfin, des contraintes concentrées dans certaines zones, en particulier là où les rayons de courbure sont importants en dessous, mais qu'on est quand même très très loin de la limite élastique. De mémoire, il y a un rapport 10. Il y a un rapport 10 sur la limite élastique. Donc, la pièce est largement surdimensionnée par rapport à ce qu'on veut en faire. La question, c'est si on veut modifier cette pièce-là, on peut le faire par des méthodes classiques, mais on peut peut-être aller plus loin et on peut faire de l'optimisation de manière libre au-delà du paramétrage. Ce que vous allez voir, c'est que dans simulation, faire de l'optimisation, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, puisque déjà, on est dans le même outil, on a la même interface, et on récupère toutes les données du calcul pour faire l'optimisation, puisque là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai tout simplement copié
mon étude structurelle, on récupère tous les données de l'étude, les chargements, les blocages, les matériaux. Donc là, c'est une étude simple, mais sur une étude plus complexe, on voit qu'on gagne énormément de temps. Et on va juste avoir des paramètres supplémentaires qui sont les paramètres d'optimisation. Il y a plusieurs méthodes d'optimisation, je ne vais pas toutes les présenter, ce serait un petit peu long. Bon, s'il y a des questions, bien sûr, on y répondra. On peut voilà, minimiser la masse de manière inconditionnelle, on peut minimiser la masse en préservant la raideur, ou on peut minimiser le déplacement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on va simplement minimiser la masse, je vais mettre une valeur assez forte pour avoir un résultat qui soit vraiment visuellement intéressant et significatif, et on conserve donc, on essaie de conserver la raideur de manière à ne pas remettre en cause la fonction structurelle du produit. On peut avoir d'autres paramètres en parallèle, par exemple limiter la réponse fréquentielle pour ne pas remettre en cause si c'est quelque chose qui va être par exemple lié à une machine tournante ou à un moteur, donc de ne pas avoir un risque de mise en résonance. Ce serait dommage d'optimiser le poids et de se retrouver à la fin avec un système qui ne fonctionne pas parce qu'il rentre en résonance. On peut limiter la contrainte, on peut mettre un certain nombre de paramètres d'optimisation supplémentaires. Chose extrêmement importante aussi dans cet outil, c'est que l'on va pouvoir mettre des contraintes sur la fabrication. La première chose qu'on va faire, c'est d'indiquer qu'il y a des régions qui ne doivent pas être modifiées. Et évidemment, toutes les régions d'interface. On peut aussi limiter les épaisseurs. On peut aussi, et ça c'est extrêmement important, spécifier la direction de démoulage, si c'est une pièce moulée, pour éviter que l'optimisation topologique ne conduise à des pièces creuses ou des contre-dépouilles qui rendraient la pièce non fabricable. Donc là, on va juste, c'est une pièce qui serait plutôt une pièce usinée, donc on va juste, on ne va pas s'intéresser aux fonctions de moulage, mais on va juste lui indiquer qu'il y a des zones qui sont à préserver, qui sont bien sûr toutes les zones d'interface, le boulonnage, on ne va pas mettre des boulons de forme quelconque, la pièce d'interface, voilà, là où s'applique le poids, et la partie support. Et dernière contrainte, on a une pièce qui est symétrique. Si c'est une pièce qui est usinée, on va bien sûr conserver cette symétrie si on veut rester sur une pièce usinée. On pourrait aussi ne pas indiquer que l'on souhaite conserver la symétrie si jamais on veut changer complètement de méthode de fabrication. On pourrait aussi passer d'une pièce usinée à une pièce moulée. Voilà. Donc il y a quand même énormément on a énormément de latitude pour maîtriser sa conception, mais à aucun moment, vous voyez que l'on a indiqué qu'on modifiait des paramètres. Là, l'optimisation, j'ai lancé le calcul d'optimisation, va se faire de manière complètement libre. C'est une optimisation de forme complètement libre. Donc là, on retrouve, je vais juste vous présenter très rapidement l'interface de calcul pour des gens qui feraient déjà. Après, on peut laisser complètement l'outil tourner, faire un calcul itératif, ça prend un peu de temps. Je ne vais pas laisser d'ailleurs aller jusqu'au bout, je vais l'interrompre, mais il n'y a pas vraiment besoin de s'intéresser à ça pour obtenir le résultat. Après, pour des utilisateurs éventuellement plus expérimentés, on a quand même l'accès aux données numériques, et on a accès aussi à l'évolution des paramètres d'optimisation qu'on lui a indiqués. Donc là, maintenant, je vais juste interrompre le calcul, parce que le calcul lui-même dure un petit peu de temps, c'est pas extrêmement long, mais ce serait un petit peu long par rapport à la présentation que je vais vous faire, déjà qu'on est un petit peu en retard sur le timing. Donc, je vais repasser simplement sur une étude d'optimisation que j'avais déjà lancée, et ce qu'on obtient, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on obtient une forme nouvelle. Les parties que l'on souhaitait conserver le sont. Voilà, il y a les parties, donc en jaune, c'est les parties, et les couleurs permettent de voir, de régler ce qui a été allégé. Donc, on voit qu'on a conservé, bien sûr, les interfaces boulonnées, on a conservé la surface plane, on a conservé la symétrie, on a conservé la zone dans laquelle on vient fixer la partie pesante, mais on est complètement libre sur tout le reste. Donc, on voit qu'on a une forme qu'on aurait, je pense, difficilement pu imaginer.
Cette forme, on va pouvoir la fabriquer. Donc l'outil vous permet, à partir de cette forme purement numérique maillée, de faire déjà un maillage lissé. Ce maillage lissé, on peut ensuite en extraire un XTL si jamais on veut passer sur une nouvelle méthode de fabrication, comme de la fabrication additive ou de l'impression 3D. Donc on peut directement déjà récupérer une pièce qu'on peut réaliser en impression 3D, si on veut ne serait-ce que déjà la tester. On va pouvoir aussi récupérer cette pièce sous la forme d'un objet 3D qu'on va pouvoir réintégrer dans SolidWorks si on veut réutiliser cette pièce créée donc, par l'optimisation pour guider une nouvelle conception. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer la pièce importée que j'ai importée donc, dans la même pièce que la pièce initiale. Et donc, je vais pouvoir me servir de cette pièce-là pour poser mes esquisses, poser mes fonctions, par exemple, voilà, faire une découpe. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la conception. Et puis, bon, moi, je suis ingénieur calcul, je ne suis pas ingénieur conception, donc je ne suis pas sûr que ma méthodologie soit parfaite dans ce domaine-là. Mais voilà, donc on peut découper, voilà, on va pouvoir faire des fonctions de découpe pour redimensionner, etc., utiliser formes que l'on a obtenues pour passer des esquisses dessus. Voilà. Et donc, utiliser, voilà. Donc là, c'est un petit peu la démarche qu'on ferait. Je vais juste aller directement au résultat auquel je suis arrivé. Donc, on a une forme qui est une forme que l'on peut réaliser par des méthodes de conception traditionnelles, hein, de l'usinage ou du boulage, peu importe, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais qui est inspirée, basée sur le résultat de cette optimisation. Et comme on est toujours sur des configurations, mais sur la même pièce, et bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer l'étude de calcul structurel qu'on avait fait initialement, ne serait-ce que pour vérifier que le résultat de l'optimisation répond bien à l'ensemble de nos paramètres, calculer aussi par exemple les déplacements, puisqu'on s'est intéressé à avoir une raideur, donc à avoir une contrainte qui reste acceptable pour cette pièce-là, mais qu'en est-il du déplacement? Donc voilà, on relance le calcul, on retrouve la surcontrainte dans une zone qui est similaire, dans laquelle il y a cette fois beaucoup moins d'épaisseur, donc forcément la contrainte a beaucoup augmenté, mais on reste bien en deçà de la limite élastique. Donc on est tout à fait dans une pièce fonctionnelle. On va pouvoir regarder aussi, par exemple, le déplacement de cette pièce-là pour voir si le déplacement est acceptable par rapport à sa fonction. Alors là, on est sur 50 microns, donc voilà, on est sur des choses acceptables. Alors on va retrouver les déformés, etc. Donc on a l'intégralité d'un résultat de calcul et une pièce qui est complètement optimisée, avec une réduction de poids de 60%. Alors, Mac, je ne sais plus si tu avais une question à poser ou si j'ai... Oui, alors effectivement, merci Alain pour cette dernière partie. Donc, on va pouvoir passer, alors désolé, on a effectivement un peu explosé les temps. Donc, juste peut-être le temps de prendre quelques questions, s'il y en a. Voilà, donc, écoute, il y en a au moins une en tout cas qui est sur le niveau de compétence demandé pour ce type de calcul. Alors, sur le niveau, alors sur les calculs, sur le niveau de compétence, nous, on a formé, on a déployé ces outils-là chez des gens avec des niveaux de compétences extrêmement différents. Ça peut aller de l'ingénieur calcul, bien sûr, puisque c'est des outils de simulation complets et tout à fait similaires à d'autres outils qui existent sur le marché avec des mêmes niveaux de résultats. Et puis, ça peut être aussi des ingénieurs conception, des concepteurs, des dessinateurs projeteurs, hein, pour utiliser une terminologie un petit peu ancienne. On a vraiment tous les publics. C'est des outils qui sont complètement intégrés. Donc, on n'a pas une interface différente de SolidWorks, on reste dans la même interface que l'interface de conception. On s'appuie complètement sur les fonctions de conception, aussi bien pour flow simulation que pour simulation. On n'a pas parlé de plastique, mais je sais que ça a été présenté il y a quelques jours et c'est la même philosophie. Après,
c'est vrai que si on veut faire du calcul tout azimut, on faut un certain niveau de compétence. Mais si on est spécifique sur sa production, nous, on a formé des gens avec une bonne méthodologie de formation, une formation adaptée. On a formé des gens qui utilisent les outils de manière récurrente, alors pas quotidienne, mais justement plutôt ponctuelle, et qui ont des très bons résultats. Très bien, merci Alain. Donc, donc vous pouvez effectivement continuer à poser vos questions. Donc, on ne pourra pas répondre à tous, hein, mais comme je vous le disais au début, on prend bien note de toutes ces questions et on reviendra vers vous personnellement pour répondre. Donc là, vous avez effectivement les coordonnées d'Alain Friedman. Il pourra effectivement, vous pourrez le contacter. Donc, on vous laisse le temps effectivement de scanner peut-être son contact. Sinon, vous les avez également là directement, soit par téléphone, soit par mail. Voilà, donc merci beaucoup Alain en tout cas pour cette présentation. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire également. Donc, on vous rappelle aussi que vous pouvez voilà, que vous pouvez toujours venir nous visiter, donc soit sur le SolidWorks Hebdo, donc sur notre chaîne YouTube avec les replays, soit à partir de notre page Facebook. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, notre page Facebook, ou encore sur LinkedIn, ou alors sur Twitter, en tout cas sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à tous pour votre participation et j'espère qu'on a pu vous apporter quelques éléments de réponse, en tout cas autour de la simulation numérique. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci Macumba et merci à tous ceux qui ont assisté à ce live.